Retour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et merci d'avoir choisi Equinox Télévision. Bienvenue aux 20h. À la une de cette édition, dernier hommage à Nelson Mandela. Ils sont de plus en plus nombreux venus des 4 coins du monde à s'incliner devant la dépouille du leader de la lutte anti-apartheid exposée à la Union Building, c'est la présidence sud-africaine. C'est en chantant et en dansant que la jeunesse sud-africaine, elle a choisi de dire adieu à Mandela. Nous irons à Pretoria dans ce journal pour avoir les dernières informations avec nos envoyés spéciaux. Un sujet qui fait grand bruit autour des obsèques de Nelson Mandela. La Fédération des malentendants d'Afrique du Sud déclare que l'interprète en langage des signes lors de la cérémonie au Soccer City Stadium était un imposteur. Le faux interprète, quant à lui, plaide la schizophrénie. Sur le plan local, les indisciplinés délinquants du RDPC n'ont qu'à bien se tenir. La commission Mafani a été installée ce jour, elle qui devra donc revenir sur des cas d'indiscipline relevés lors du double scrutin du 30 septembre dernier. Voilà pour les titres. Retrouvons-nous juste après pour le développement. Ouvrons cette édition d'information avec la page étrangère. Centrafrique, le calme est revenu à Bangui. L'armée française poursuit méthodiquement le désarmement des groupes armés. Une situation périlleuse. Et les patrouilles au sol sont guidées par les unités aériennes, comme l'indique ce reportage des confrères de France 24. Plusieurs fois par jour, ils décollent de la base militaire française qui jouxte l'aéroport de Bangui. En bout de piste, des milliers de réfugiés qui se sont mis sous la protection de l'armée. La plupart d'entre eux vivent sous des tentes. Ils ont fui les combats et les pillages. Au fil des jours, le flot n'a fait que grossir. Ces soldats coordonnent les patrouilles au sol. En langage militaire, on appelle cela faire du renseignement. Et ce n'est pas simple. Bangui est une ville très étendue, presque sans immeubles, de 700 000 habitants, avec ses grandes avenues vidées par la guerre. Mais aussi ces petites ruelles qui très vite peuvent devenir des souricières. Perpendiculaire, plein ouest, en direction de l'aéroport. C'est l'hélicoptère qui guide ces hommes dans leur progression. Le contact radio est permanent. L'équipage a repéré une autre patrouille qui file vers un nouvel objectif. Les quartiers résidentiels sont tous en bord de fleuve, l'Ubangui. Vu du ciel, on pourrait presque croire que la capitale porte encore bien son nom, Bangui la coquette. Un deuxième hélicoptère est venu en renfort. Dans moins d'une heure, la ville sera sous couvre-feu, mais pour ces soldats, cela ne changera rien. Les patrouilles se poursuivront coordonnées d'en haut. Ouvrons à présent le dossier consacré au dernier hommage rendu à Nelson Mandela. De nombreux Sud-Africains ont passé une nuit blanche à Pretoria à attendre leur passage devant la dépouille du leader de la lutte anti-apartheid. Son corps est exposé depuis hier dans l'amphithéâtre de la Union Building. C'est la présidence de la République. Le fait marquant, c'est la jeunesse sud-africaine qui a choisi de dire au revoir à Madiba, c'est-à-dire en chantant et en dansant. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux Eric Watat et Eric Fernand Kwamo. La jeunesse sud-africaine chante Madiba dans la rue, véritable contraste avec les événements de Soweto qui montrent combien le pays a connu des avancées depuis les pires moments de son histoire marqués par la plaie de l'apartheid. Sous les couleurs de Madiba, ils reprennent à l'unisson ces refrains d'ouvriers, noirs des plantations de blancs, des chants d'espoir qui ont nourri les rêves de leurs aïeux. C'est qu'avec la disparition de Madiba, ils refont le film de l'histoire du pays. Très remarquable, la présence des tout-petits. Ils ont certes appris que Madiba est le héros de la nation arc-en-ciel, mais le sang de la reconnaissance coule dans leurs veines. What do you know about Nelson Mandela? I know when he was at jail,
So why are you singing? Because he's dead. Why are you here? Because Mandela, he died. And we fought for our freedom. Cette démonstration se déroule à Pretoria, ville capitale politique devenue centre commercial Mandela. Le commerce des gadgets Madiba prospère. La plupart de ces vendeurs sont des commerçants de fortune pour qui la disparition de Madiba est aussi un moment de bonnes affaires. Voyons à présent une séquence de la célébration dans les rues de Pretoria. C'est sous le guide de nos envoyés spéciaux Eric Watat et Eric Fernand Kwamo. That was the music of liberation. That's one of the songs we used to sing when we used to go out there and do it for freedom. So that reminds us of what Tata Mandela used to do for us. Why do you sing it again now? I'm saying it because it reminds us of where we're coming from. And I'm so proud to be a South African. Thank you. Alors on le comprend bien, cette chanson exprime l'engagement de la jeunesse sud-africaine qui se souvient justement de ces moments difficiles. C'était l'une des chansons qui était exécutée lorsque l'Afrique du Sud traversait les pires moments de son histoire. Et justement, les laboureurs et travailleurs exécutaient ce refrain en signe d'encouragement. Ici Eric Kwamo, envoyé spécial Equinox Télévision, Pretoria. C'est donc une jeunesse sud-africaine qui a donc choisi cette manière pour rendre un dernier hommage à Nelson Mandela. Je vous propose à présent de voir ces images rares captées par nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud. Vous découvrez donc l'intérieur de l'amphithéâtre dans lequel est exposée la dépouille de Nelson Mandela depuis hier. C'est dans l'enceinte de la présidence de la République. La place qui porte le nom de Nelson Mandela à Johannesburg grouille de monde. Venus des quatre coins du monde, les visiteurs ont fait de sa statue qui se dresse fièrement en cet endroit un lieu de pèlerinage. Bouquets de fleurs et bougies allumées plombent le décor, comme l'indique ce reportage d'Eric Kwamo et Eric Watat. Nelson Mandela, debout sur ses deux jambes, c'est l'image qu'aurait souhaité vivre le peuple sud-africain tout entier, ici à la place Nelson Mandela de Johannesburg. Juste derrière moi, Nelson Mandela debout, c'est bien l'image qu'aurait souhaité vivre le peuple sud-africain, ici au cœur de Johannesburg, à la place Mandela Square. Seulement, voici l'image qu'il découvre. Seulement, c'est un décor funèbre au parfum funeste qui accueille les visiteurs. Des visiteurs qui se succèdent comme dans les mœurs de pèlerinage. Des bouquets de fleurs de revoir plantent le décor autour d'une image inerte de Nelson Mandela. Beaucoup se sont imposés la culture du férié, ce jour comme ce Camerounais rencontré à tout hasard au cœur de Johannesburg. Ah oui, je suis là presque tous les jours parce que c'était notre papa. J'arrive ici juste quand il prend le pouvoir et aujourd'hui qu'il n'est plus là, c'est pas facile pour nous. Parce que nous on vivait par rapport à ces idées. J'ai une famille, je suis basé sur une famille, je suis venu avec mes enfants. Je voudrais parler un peu de la légalité de Nelson Mandela. Cette place Mandela est riche en symboles, riche en histoire pour le peuple sud-africain. Au nom de Nelson Mandela, elle est devenue depuis sa mort l'un des principaux sites touristiques de Johannesburg. Et enfin des fleurs qui marquent une rupture, qui marquent la fin d'une vie, qui marquent les pleurs d'une nation. Ici, la place Mandela Square à Johannesburg. Ici Eric Kwamo et Eric Watat, envoyés spéciaux Equinox Télévision. Nous allons donc essayer d'entrer en connexion avec nos envoyés spéciaux depuis l'Afrique du Sud, Eric Kwamo et Eric Watat, qui devraient en principe nous donner les dernières informations, les informations fraîches par rapport à cet hommage planétaire qui est donc rendu à Nelson Mandela. Si Eric Kwamo est en direct, je crois que d'un moment à l'autre, donc nous espérons que nous aurons Eric Fernand Kwamo qui devra donc nous donner les dernières informations. Lui
et qui est donc à Pretoria depuis quelques jours pour vivre donc cet hommage planétaire rendu à Nelson Mandela, le leader de la lutte anti-apartheid qui est donc décédé il y a quelques jours. Si tout est prêt du côté de la régie, je crois que nous pourrons donc prendre la direction de Pretoria. Éric Fernand Kouamo, bonsoir. Éric Fernand Kouamo, bonsoir. Si vous nous suivez, vous êtes en direct sur Equinox Télévision. Décidément, nous n'aurons pas Éric Fernand Kouamo. Je crois que nous allons revenir sur nos envoyés spéciaux. Allô, Éric, vous êtes en direct sur Equinox Télévision. Bonsoir. Allô? Allô, Pretoria, vous nous écoutez, Éric Fernand Kouamo? Voilà, je crois que nous aurons donc Éric Fernand Kouamo certainement avant la fin de cette édition d'information. Comme l'annonçait en titre, un sujet qui fait grand bruit durant l'hommage à Nelson Mandela, la Fédération des malentendants d'Afrique du Sud déclare qu'elle interprète en langage des signes lors de la cérémonie d'hommage au Soccer City Stadium et n'était qu'un imposteur. Les précisions dans ce reportage des confrères de CCTV. Une fraude lors de l'hommage à Nelson Mandela. L'homme qui est apparu pour faire une interprétation en langage des signes aurait été un imposteur. Il est absolument impossible qu'il soit d'aucune sorte un interprète ou une personne spécialiste du langage, car il n'utilisait même pas un langage ici. Mais cet interprète était complètement faux. Il y a eu erreur sur la personne. Son code d'éthique en tant qu'interprète en langage des signes a donné lieu à un total cafouillage. La principale Parkin nous montre l'usage correct de la langue des signes pour l'un des discours. L'interprète Cyril Ramaphosa accueille F.W. de Klerk, qui est l'ancien président de l'Afrique du Sud. Et il fait des signes comme cela. C'était ça, et cela aurait dû être comme cela. Mais l'interprète n'a rien fait de tout cela. Il a juste fait de drôles de mouvements. Certains avancent que l'interprète a utilisé un certain langage des signes spécifique à l'Afrique du Sud. Mais les experts déclarent que c'est impossible. Eh bien, le langage des signes en Afrique du Sud, nous en avons un, car il y a beaucoup de sourds en Afrique du Sud. Et nous savons que beaucoup de sourds peuvent recourir à un langage différent, avec des signes différents. Mais il n'y a pas de langage des signes pour les Afrikaans, pour les Zoulous, ou les Xhosa, ou les Soto, et les Ndebele, car il s'agit de parler à tout le peuple dans son ensemble. Nous n'utilisons qu'un seul langage des signes en Afrique du Sud. Druchen précise que ce n'est pas la première fois que cela se produit. L'interprète a également fourni une prestation en langue des signes lors d'un événement l'année passée auquel a participé le président sud-africain Jacob Zuma. Désormais, l'homme a disparu et le gouvernement sud-africain tente de le localiser. Eh bien, cette faux interprète a donc presque ravi la vedette au cours de cette cérémonie d'hommage. C'était mardi au Soccer City à Soweto, en Afrique du Sud. Sur le plan local, à présent, encore un incendie déclaré au marché Congo dans la ville de Douala. Une quinzaine de boutiques et leurs contenus ont été consumés par les flammes. L'incident est survenu très tôt ce matin. Le récit des faits avec Nadine Yambou. Voici ce qu'est devenu une quinzaine de boutiques de téléphones portables au marché Congo de Douala. Selon des témoins, l'incendie s'est déclaré aux premières heures de la matinée. Les propriétaires ont quitté brusquement leur lit pour se rendre au marché afin de sauver leurs marchandises. La cause reste inconnue des victimes. On n'a pas suscité à causer l'incendie. On attend qu'on commence les travaux. On nous dit ce qu'a causé le feu. Les sapeurs-pompiers déployés sur le terrain avec l'aide des populations ont réussi à limiter la propagation des flammes. Ce n'est pas la première fois qu'un incendie ravage presque tout au marché Congo. Il y a 5 mois, une centaine de commerces a subi la furie des flammes. En juillet 2012, c'est pratiquement le double des boutiques qui ont été consumées par le feu. Le lieu dit ancien 3e, c'est le site où se trouve le marché Congo à Douala, fait face à de nombreux problèmes, entre autres l'installation anarchique des fils électriques, mais également le grand banditisme, toute chose qui ne permet pas aux clients de se ravitailler dans cet espace marchand, comme l'indique ce reportage de Okwa Claude et Flotamko Bensi. Vu de loin, le lieu dit ancien 3e au marché Congo de Douala a l'air bien portant, bien que situé pratiquement sur la chaussée.
Mais plus près, l'on peut toucher du doigt les problèmes qui minent cet espace marchand. D'abord, l'installation anarchique du courant électrique, généralement à l'origine des incendies au marché Congo. Après que la sonnette est installée, ce sont les commerçants qui arrivent, ils commencent à truquer la lumière, à voler la lumière quoi, parce que c'est pas tout le monde qui a un compteur ici. Apparemment il y a un compteur, mais tout le monde vient mettre sa part de courant là et ça prend feu. Là, il y a une mauvaise installation. Parce qu'à chaque moment, quand on reste, on crie au feu, soit une étincelle qui sort du courant et on éteint. Ensuite, il y a le grand banditisme qui a fait son nid à Ancien 3e. Circuler dans cet espace marchand fait appel à beaucoup de vigilance, toute chose qui ne favorise pas l'activité commerciale sans plan des commerçants. Les clients sont agressés quand ils viennent faire des achats et ils se retrouvent avec les porte-monnaies arrachées, les chaînes et tout et tout. Leur téléphone, bon, ça n'encourage pas, ça n'encourage personne peut-être à venir faire ses achats librement ou comme il veut. Par ailleurs, à Ancien 3e, il n'est point évident de faire le marché lorsqu'on a un véhicule. Ceci à cause de l'absence des parkings. Quand un client arrive là, il ne sait pas où garer sa voiture. C'est aussi un autre problème. Quand tu appelles, quand il est véhiculé, il me dit qu'il y a un parking. On dit que non, il n'y a pas de parking. C'est comme ça qu'il ne vient pas, il ne vient plus là nous faire... Je ne sais pas, nous acheter nos marchandises quoi. Les commerçants du lieu dit Ancien 3e au marché Congo de Douala invitent les autorités compétentes à sévir pour ramener de l'ordre ici. Ils les invitent également à construire finalement le marché Congo ou encore le Congo Mall, annoncé depuis en grande pompe, mais que l'on ne voit pas sorti de terre. En santé, André Mamafouda lève un peu plus de 40 millions de francs CFA. Le ministre de la Santé publique était au siège du groupement interpatronal du Cameroun ce jour pour une plus grande implication des entreprises dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. C'était au cours de l'Assemblée générale ordinaire du JICAM. L'économie de cette rencontre avec Alex Djongam et Serge Aloutou. Avec un taux de prévalence de 4,3% dans la population générale du Cameroun, pour un total de 560 000 personnes vivant avec le VIH-Sida, les statistiques sur la maladie continuent d'inquiéter. Une maladie qui touche principalement les actifs, compris entre 30 et 39 ans. La création des richesses étant fortement tributaire de leur état de santé. Il faut donc renforcer le dialogue pouvoir public, créateur de richesses regroupées au sein du JICAM. En 2010, nous avons entamé une démarche avec le JICAM afin d'amener les entreprises citoyennes à contribuer aux côtés de l'État dans l'acquisition des antirétroviraux suite à l'option prise par le chef de l'État de dispenser gratuitement les antirétroviraux à tous ceux qui sont éligibles au traitement. 40 898 000 francs CFA. C'est la somme collectée au cours de cette Assemblée générale du JICAM. Un montant provenant des contributions par chèque, virement, espèce sonnante ou encore par le simple fait de promesses. Taxe légale va contribuer à hauteur de 2 millions. Les opportunités d'affaires auront également occupé une place de choix au cours de cette Assemblée générale. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun est venu vendre la destination Côte d'Ivoire aux chefs d'entreprise en prélude au forum Investir en Côte d'Ivoire prévu en janvier 2014. Nous avons un code des investissements qui est très attrayant. Nous sommes aujourd'hui, comme le film institutionnel que je vous ai montré le disait, le pays le plus sûr des pays émergents. Nous avons un taux de croissance de 9%. Qui sera à 10% l'année prochaine. Nous croyons également que le développement ne peut se faire que par l'intégration. Et je suis convaincu que l'attelage Cameroun-Côte d'Ivoire est un attelage assez important et très sûr pour tirer l'Afrique subsaharienne francophone vers le haut. Cette dernière rencontre annuelle du JICAM était l'occasion pour le patron des patrons, André Fosso, de rappeler dans son rapport moral qu'il est temps que les entreprises camerounaises jouent leur rôle de vecteur de croissance. André Fosso demande surtout l'implication à 40% au moins des entreprises nationales dans la réalisation des grands chantiers. En politique, des sanctions annoncées dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La commission ad hoc installée ce jour à Yaoundé devra sanctionner les cadres qui ont bafoué la discipline du parti en frustrant de nombreux militants de la base. C'était lors des récentes élections législatives
et municipales. Joël Essengue et Marcelin Ganson. Le RDPC a donc décidé de mettre hors d'état de nuire ceux des militants qui prennent des libertés avec la discipline du parti. Le palais de congrès maintenant, c'est un communal de stock exchange où on vend, on achète, etc. etc. C'est pas moi, c'est ce qu'on disait. Le comité central était devenu le commerçant central. C'est ce que tout le monde a pu observer. Rien ne devrait plus se passer comme avant. Et c'est à Peter Mafani Moussongué que le président national a confié le bâton de la répression qui commence. L'ancien premier ministre, aujourd'hui sénateur, et les autres membres de la commission de discipline doivent mettre de l'ordre dans le RDPC, secoué à la faveur des récentes élections législatives et municipales. La commission de discipline ad hoc est une réponse forte et dimensionnée aux très nombreuses interpellations des militantes et des militants à la base qui ont été exaspérés et qui se sont sentis trahis par des attitudes et des comportements de certains d'entre nous tout au long du processus électoral. La fameuse discipline du parti, chère à ses dirigeants, a été mise à rude épreuve par des comportements qui ont frustré de nombreux militants. Comment vous imaginez un conseil municipal à la commune de Lolodov sans les pygmées? Voici le mémorandum des pygmées écrit par les pygmées qui disent que le président les a trompés, qu'ils sont camerounais. Et la circulaire a été violée par certains camarades qui occupent des fonctions de pouvoir, qui ont mis ou investi leurs frères, leurs amis, leurs copains, leurs copines, leurs partisans. Et là, on voit bien qu'ils sont très mal à l'aise parce que cette commission ad hoc a été mise en place. On devrait donc logiquement s'attendre à des sanctions sévères dans les prochains jours. Jean Kueté n'est pas passé par 4 chemins pour annoncer la fin de la récréation dans les rangs du RDPC. Le parti se devait de réagir ou bien montrer que la pratique de la tolérance qui caractérise le RDPC ne doit pas être assimilée à la faiblesse. En matière d'indiscipline, il y a des limites à ne pas franchir. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de la nature des sanctions qui seront prononcées contre les uns et les autres, tout comme on attend de connaître l'identité des premières victimes de la commission Mafani. Respect des droits de l'homme au cours des 3 dernières échéances électorales au Cameroun, l'Observatoire de la société civile constate qu'il y a encore des efforts à faire. À ce sujet, cet observatoire a présenté un rapport à ce sujet à Yaoundé. L'économie du dit rapport nous est fait par Yannick Mazoua. S'il est vrai qu'il y a eu des avancées notables en matière de respect des droits de l'homme lors des élections sénatoriales, législatives et municipales, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire. Nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire pour que les droits de l'homme soient une réalité dans les processus électoraux au Cameroun. Raison pour laquelle, à l'endroit du gouvernement, les organisations de la société civile ont émis quelques recommandations. L'ouverture d'un processus de consultation pour une révision constitutionnelle, parce que nous pensons que l'organe de gestion des élections qui est l'ECAM devrait être un organe constitutionnel, c'est-à-dire que dont les pouvoirs sont régis par la loi fondamentale. Il en est de même pour Elections Cameroun, qui doit corriger ses manquements concernant le respect de l'aspect genre. La généralisation de l'approche handicap. Le représentant de l'ECAM a dit qu'ils ont fait des efforts pour avoir quelques bureaux, mais on pense que tous les Camerounais étant égaux, ça c'est un principe de droit de l'homme, alors ils devraient tout faire pour que même les personnes handicapées aient accès partout où ils se trouvent au bureau de vote. Les juges électoraux ont aussi été interpellés. On a recommandé au juge électoral d'éditer un livre processuel qui permet aux candidats ou aux personnes qui sont lésées de savoir exactement ce qu'il faut faire en cas de contentieux, parce qu'on ne peut pas se retrouver dans un processus électoral où tout le contentieux, toutes les requêtes sont rejetées pour vice de forme. La mission d'observation de la société civile a également recommandé aux citoyens de développer une culture politique participative, de s'inscrire sur les listes électorales, de voter et de protéger leur vote. En agriculture, 1000 tonnes de semences de maïs attendues dans les prochains mois au Cameroun. Elles proviennent des champs semenciers de Batchenga que vient de visiter le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Et Simi Meunier annonce que la pénurie de semences de maïs relève là bientôt du passé.
Marcelin Gansop une fois de plus. Succulent, pourrait-on dire, en voyant le ministre de l'Agriculture manger du maïs. Nous sommes dans l'un des multiples champs sémenciers développés à Batienga, dans le département de la Léquié. 1000 tonnes de semences de maïs sortiront de ces plantations en janvier 2014. C'est le fruit du travail acharné de plusieurs multiplicateurs privés, appuyés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le plus important, c'est qu'on puisse amener les populations à entrer dans une dynamique qui consiste à ne pas seulement prier, mais à travailler et à prier ora et labora. Parce que l'oiseau vole avec 2 ailes. Pas seulement l'aile de la prière, il faut aussi l'aile du travail. Voilà pourquoi l'évêché voudrait apprendre en donnant l'exemple. On se perdrait à visiter ces hectares de maïs qui augurent de lendemains meilleurs, s'agissant de la disponibilité des semences de qualité. Nous, on peut dire qu'en 2014, le problème des semences est résolu. Mais si la vision n'est pas maintenue, nous, on va rechuter, ça c'est clair. Le maïs est là, les épis sont bien remplis. Là où il fallait certains gestes techniques, ces gestes ont été mis en œuvre, dont notamment la castration pour ce qui est de la création des semences de base. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons suffisamment de matériaux pour constituer les stocks de semences dont le Cameroun avait besoin pour que dès l'année prochaine, on relance durablement la production de maïs. Ces dernières années, le Minader est engagé dans une vaste opération de multiplication des semences de maïs. Ce sont au total 250 hectares de semences qui sont en production en ce moment sur l'ensemble du territoire. Une embellie qui, on l'espère, tracera les nouveaux sillons de l'agriculture camerounaise. Intéressons-nous à présent au processus d'installation des exécutifs communaux issus du double scrutin du 30 septembre dernier. Le maire de Ngogma-Poubi et ses 2 adjoints ont été installés dans leurs nouvelles fonctions. C'était par le préfet d'Union Ekele. Aboubakar Yawa leur a prescrit le respect de leur engagement pris pendant la campagne électorale. C'est à peu près ce même discours que le préfet d'Union Ekele a tenu à Dame Mionde Marie-Pascal, Maga Jean Calvin et Nkot Lissouk, respectivement maire et adjoint au maire de Nguibassal. Il faut noter que la mairie de Ngogma-Poubi est dirigée par l'UPC, tandis que le RDPC est aux commandes de la mairie de Nguibassal. Nous allons revenir pour parler des obsèques de Nelson Mandela en prenant la direction de Pretoria pour essayer cette fois-ci, j'espère que ça sera la bonne, de rentrer en contact avec nos envoyés spéciaux. Éric Fernand Kouamo, bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal. Voilà, je vois que cette fois-ci c'est la bonne. Alors, on a suivi les reportages que vous avez réalisés. Alors, que prévoit la suite des obsèques, le programme des obsèques de Nelson Mandela? Mandela a été exposé encore aujourd'hui à l'amphi de la présidence de la République à Pretoria. Cette dépouille a quitté justement la présidence de la République et dès demain, elle prendra la direction de Koumou. Koumou qui est dans la partie est de l'Afrique du Sud et qui est à près de 17 heures de route de Johannesburg ou encore de Pretoria, donc très loin d'ailleurs. Cette dépouille sera exposée là-bas et bien entendu, Nelson Mandela aura droit cette fois aux obsèques traditionnelles puisqu'il fait partie des patriarches de sa communauté là-bas à Koumou. Et une information pas du tout bonne, c'est que les spécialistes de la météo annoncent qu'il n'y aura pas de déplacement par avion, en tout cas pas avant lundi en raison des conditions météorologiques qui ne sont pas du tout bonnes. Donc des inquiétudes suivent de toutes parts quant au moyen de déplacement qui sera mis à la disposition, les moyens de déplacement qui seront mis plutôt à la disposition des différents chefs d'État et leaders mondiaux qui devront assister à la cérémonie d'inhumation officielle de Nelson Mandela dimanche prochain à Koumou. Mais il faut aussi dire, Étienne Pascal, au-delà de tout cela, que l'Afrique du Sud vit en ce moment une polémique
de la cérémonie des obsèques officielles à la télévision. C'est une cérémonie qui avait été retransmise d'ailleurs en direct par Equinox Télévision. Vous l'avez certainement remarqué, ce monsieur qui interprétait le langage des signes et qui était aux côtés du principal speaker, c'est-à-dire du principal maître d'orchestre. Eh bien, il faut dire ce soir que l'Afrique du Sud est simplement consternée, surtout au sein de l'opinion publique, puisque ce monsieur n'a aucune expertise. Il s'est fait passer pour un interprète des signes, alors qu'en fait, il ne l'était pas. Donc, les signes que vous avez vus à la télévision, que vous avez tous regardés, étaient simplement de la part. Et nous l'avons rencontré cet après-midi à Johannesburg. Il n'a pas fait s'exprimer devant nos micros, mais il nous a dit, et il nous a plutôt expliqué un discours décousu complètement. Il nous a dit qu'il voyait des anges descendre du ciel et qu'en fait, tous les signes qu'il faisait étaient simplement une démonstration de ce qu'il voyait. Mais les spécialistes expliquent aussi qu'il serait schizophrène, donc il serait malade. Et du coup, l'opinion publique sud-africaine se demande comment un tel monsieur a pu se retrouver aux côtés des leaders les plus importants. Et plus loin, il a souvent joué ce rôle lors des meetings de l'ANC, qui est un parti historique pour l'Afrique du Sud. Donc vous comprenez qu'une enquête est ouverte et certainement dans les prochaines heures, nos différents téléspectateurs seront davantage édifiés. Donc voilà ce qu'on pourrait dire ce soir, avec Pascal. Voilà, Eric Fernand Kouamouo, juste une dernière question avant de partir. Est-ce que c'est la même affluence que l'on observe au niveau de la Union Building où est exposée la dépouille de Nelson Mandela? Quel est le constat depuis cette journée? Eh bien, si nous étions en mathématiques, je dirais que l'affluence a été multipliée par 10. Parce que dans les rues de Pretoria ce matin, il y avait un monde important et c'était non seulement les populations sud-africaines qui sont parties de tout le pays. Et d'ailleurs, je dois vous dire que beaucoup ont passé une nuit blanche devant la présidence de la République à chanter, à exécuter des chants de ralliement pour attendre le lever du soleil. Et ils y sont restés toute la journée dans l'espoir d'avoir accès à l'amphi de la Union House. La Union House, qui est la présidence de la République, l'amphi dans lequel était exposé jusqu'à ce soir, autour de 17h. Voilà, merci Eric Fernand Kouamouo, en direct donc de Pretoria, ou également accompagné d'Eric Ouattat. Bon séjour en terre africaine. Nous devons retenir que c'est toujours la grande effervescence, la grande mobilisation autour de la dépouille de Nelson Mandela qui est exposée ce jusqu'à demain à l'Union Building, la présidence de la République sud-africaine. Revenons sur le plan local pour parler des municipales du 30 septembre dernier avec donc l'exécutif communal de Bangwa. Nous sommes là dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun. Le maire Charles Ndiato ainsi que ses deux adjoints qui ont été installés dans leurs fonctions par le préfet du Onkam. Esso Éloi Gabriel a recommandé à la nouvelle équipe de mettre en place, de se mettre résolument au travail et de prôner le bien-être de toutes les populations. Je propose à présent de suivre la réaction du maire de Bangwa. Il est au micro de notre reporter Andy Gagnon. La grande préoccupation des populations de Bangwa, compte tenu de notre encadrement, nous avons besoin de routes qui soient carrossables en toute saison. Je crois que c'est l'un des défis majeurs que durant ces 5 prochaines années, nous devrons essayer de relever. Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun a un nouveau président. Jean-Marc Mbafor a été élu mardi à Yaoundé. Le nouveau bureau exécutif hérite donc d'une maison qui a perdu ses lettres de noblesse, dites-vous, Yannick Mazoua. C'est aux environs de 23 heures que le nom du deuxième président du Conseil national de la jeunesse a été rendu public. Après une élection très arrachée, Jean-Marc a fait Singapour, l'emporte Swingen Yves, 28 voix contre 27. Le successeur d'Abdou Razak, à la tête du Conseil national de la jeunesse, ne cache pas toute sa satisfaction. Je pense que la jeunesse camerounaise a fait preuve de beaucoup de maturité.
ce processus est assez rigoureux venant de la commune, pour certains d'entre nous qui sont venus de la commune, et gravir chaque étape, commune, département, régional et national. Je pense que la jeunesse camerounaise a fait preuve de beaucoup de maturité. Satisfaction également partagée par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, qui par ailleurs a poussé un ouf de soulagement. Mes impressions sont très bonnes. Déjà d'emblée, le matin, j'avais une crainte, mais cette crainte a été dissipée par le sens très élevé de responsabilité des jeunes. Le nouveau bureau s'est dit par ailleurs prêt à relever tous les défis afin de redorer le blason du Conseil national de la jeunesse. Nous n'allons pas regarder le programme du bureau passé. On peut s'inscrire dans la continuité sur certains de leurs programmes, mais nous avons une certaine lancée qu'on va prendre. Et ce, avec l'appui total de la tutelle. Nous sommes prêts à les aider, à travailler avec eux, à les accompagner pour accomplir leurs obligations. La nouvelle équipe prend les rênes du Conseil national de la jeunesse à l'heure où le bilan de l'équipe sortante fait objet de plusieurs critiques. En économie de 3, kW, il y a quelques années, l'offre énergétique dans la région du Sud Cameroun est estimée aujourd'hui à 7, kW. Grâce à ce taux d'électrification a été rendu public grâce donc à l'électrification de plusieurs villages dans cette partie du Cameroun. C'est le cas du village Nkolbitié, une périphérie de Bolova. Le reportage de Sandine Yamga. Le centre de santé de Nkolbitié fonctionne mieux avec l'arrivée du courant dans ce village. Je peux faire un accouchement dans la nuit, oui, je peux intervenir. Donc avant, c'était avec les lampes, donc c'était pas trop hygiénique, c'était pas très prudent. Le village ici, dans son ensemble, parle de développement. Le développement, parce que les filles de lire à notre âge avaient des lampes ou travailler avec une lampe était très pénible. Mais quand le courant est arrivé, ça nous a facilité beaucoup de tâches. Parce que même moi, actuellement, je peux travailler jusqu'à 2 h du matin dans mes livres. La femme peut préparer à partir de 23 h, elle n'a pas de problème. Donc le courant nous a apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de progrès. Nkolbitié, petit village situé à la périphérie de Bolova, est comme bien d'autres localités de la région du Sud, raccordées au réseau électrique. Il s'agit du résultat de la forte expression dans cette région du pays du partenariat public-privé entre AES-ONEL et l'État du Cameroun. Plusieurs programmes d'électrification rurale ont été réalisés ici par les structures de l'État. AES a assuré les raccordements et assure l'entretien d'un réseau aujourd'hui dimensionné à 2200 km. En multipliant les transformateurs dans la région, AES a aussi doublé la capacité d'absorption de l'électricité dans la région. Avant de 3,5 MW, elle est aujourd'hui estimée à 7,5 MW. On a trouvé beaucoup de transformateurs cramés parce qu'aujourd'hui le Sud passe comme pour être la localité, et Bolova en particulier, la localité qui consomme beaucoup de transformateurs. Ceci explique ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on passe de 3 mégas et demi à 7 mégas, voire 7 mégas et demi. Le poste de Mbalmayo peut le confirmer. Ça veut dire qu'on a repris beaucoup de localités qui étaient dans le noir. La SONEL a mis à ma disposition beaucoup de transformateurs. Aujourd'hui, les statistiques que j'ai cette année, je suis à 22 transformateurs depuis le début de l'année. Dans cette région forestière, la nature n'est point clémente pour le réseau. Il arrive très souvent que des arbres s'abattent en pleine forêt sur les lignes et rompent l'alimentation dans les ménages. D'où le défi permanent de l'entretien de ce réseau. Les équipes sont en permanence en action, soit pour de nouveaux raccordements, soit pour rétablir l'alimentation. En Nkolbitié, l'appel des populations en direction d'AES-ONEL, c'est d'ailleurs d'accroître la vigilance et de penser à l'avenir industriel de la région. Il faut les lagages, il faut l'abattage. Et le petit fil qu'on en a ici,
on a même besoin de nous mettre même un triphasé ici, puisque au moment où on aura des usines, on va faire les farines de maïs, de manioc, on va faire les savons et tout et tout. Et même le cacao, on peut faire les huiles de cacao, peut faire les chocolatés et tout et tout. Le complexe polyvalent bilingue Duval engagé dans les œuvres caritatives. Les élèves de cet établissement scolaire ont remis des dons en vivres et matériels aux pensionnaires de l'orphelinat Mother Teresa de Douala, un geste qui permet à ces enfants vulnérables de passer des fêtes de fin d'année. Reportage. Des enfants qui volent au secours d'autres enfants, c'est ce que font les élèves du complexe polyvalent bilingue Duval. En remettant des dons aux pensionnaires de l'orphelinat Mother Teresa de Douala, ces jeunes élèves apportent leur contribution à l'épanouissement des couches vulnérables. L'initiative que nous avons prise pour venir ici, c'était à cause de cette saison qui est la saison de partage et d'amour, la saison de Noël. Nous n'allons pas seulement nous limiter à l'orphelinat, nous allons aussi visiter des centres de prison, même des centres d'handicap. En cette période de fête de fin d'année, l'occasion est toute trouvée. À l'élan de cœur des jeunes élèves du complexe polyvalent bilingue Duval, s'ajoute la voix des enseignants qui soutiennent l'initiative. Nous qui instruisons ces enfants, c'est ces enfants qui nous ont instruits aujourd'hui. Quand ils ont pris l'initiative, nous avons soutenu et les résultats sont là. Duval a soutenu ces enfants du début jusqu'à la fin. Nous avons tous vu ce que les enfants ont fait et puis ça nous a pris et ça nous a bien intéressés. Et nous avons compris par là qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Denrées alimentaires et jouets pour enfants ont constitué l'essentiel des dons. Les 22 enfants de l'orphelinat Mother Teresa en avaient besoin en cette période de fête de Noël et de Nouvel An. Ma joie est très grande. J'ai été très touché quand les représentants du collège Duval sont venus ici m'informer du passage de ces enfants. C'est allé droit au cœur et aujourd'hui je me rends compte que ce qu'ils ont dit était vrai. Et quand je vois le geste de générosité que ces jeunes enfants ont posé ici aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire. Les mots même me manquent. Ils ont préparé aujourd'hui la fête de Noël pour nos petits orphelins, nos enfants abandonnés. L'initiative est celle des enfants CED, mais les œuvres socio-caritatives rentrent bien dans les missions du complexe polyvalent bilingue Duval, un établissement qui, en 4 mois à peine d'existence, s'impose dans la capitale économique. Nous avons un établissement polyvalent qui comporte 2 groupes. Il y a d'abord le groupe scolaire qui va de la maternelle à classe 6 et l'autre groupe secondaire qui va de Form 1 à Form 3. Il en est de même pour le côté anglophone qui va de la petite section au cours -2 et de la 6e en 4e pour le secondaire. Les enseignants sont recrutés à base de leurs compétences, à base de leur expérience. Situé à proximité de l'hôpital général de Douala, le complexe polyvalent bilingue Duval se distingue par son architecture. Il se présente comme un cadre propice à l'éducation des jeunes élèves. C'est bientôt la fin de cette édition d'information. Je vous invite dans quelques instants à suivre une édition spéciale de Regard social qui sera consacrée sur Mandela, l'hommage qui lui est rendu, mais également son héritage. Une présentation de Flavien Valondongo, mais nous allons sortir sous ces bonnes notes du créateur de Soul Makossa qui souffle donc aujourd'hui sur sa 80e bougie. Nelson Mandela a donc 80 ans aujourd'hui. C'est donc sous ces bonnes notes de Nelson Mandela que nous allons vous dire au revoir, tout en espérant vous retrouver au cours de nos prochaines éditions. Bonne soirée à toutes et à tous.